Les Clés de la Ville, en direct de Marseille, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hiro et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous. Et voilà, on est dans la ville Marseille et on est au soleil, il fait un temps magnifique. Je suis ravi d'être avec vous pour ce 13e numéro des Clés de la Ville où je suis accompagné, comme toujours, avec mon fidèle complice, avec qui nous avons bâti cette émission avec l'ensemble de nos équipes, Olivier Marin. Comment ça va, Olivier ? Ça va très bien, Sylvain. Très heureux de vous retrouver ici à Marseille, 13e édition. En fait, c'est le 5e rendez-vous de la saison 2, Les Clés de la Ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo. Émission mensuelle, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais aussi débattre, évoquer les projets urbains, dévoiler des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages, des témoignages de personnalités emblématiques locales et régionales. Après donc ce début de saison, après la ville de Dijon, après Rennes, après Deauville, après Brest, nous sommes à Marseille. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin pour l'émission, que nous avons le plaisir d'accueillir, c'est Mathilde Chaboch. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde. Adjointe au maire de Marseille en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux. Merci d'être présente dans l'émission. Nous parlerons bien sûr immobilier avec Alain Lieuteau, qui est le président de l'animation locale du Sitchi Amepi à Marseille, partage de mandats avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Du logement neuf, il en sera question avec Arnaud Bastide, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence pour la rubrique Arkea Parlons Territoire. La rénovation sera à l'honneur avec Antoine Lians, directeur commercial d'Hiro, pour bien mieux. Et puis on aura le plaisir d'avoir Magali Cialano d'Orpi, qui interviendra pour le compte d'Opinion System pour la rubrique Vos avis comptent. Voilà, et comme toujours, des reportages et puis l'histoire, les nouveautés à Marseille avec la découverte de lieux qui mêlent le patrimoine, l'architecture et la culture. Bref, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Et tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Marseille, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. C'est la plus vieille ville de France et c'est la cité est née de la rencontre de la mer et de la terre. On ne sait pas grand-chose du mariage de Protis, vous savez, ce marin originaire de Phocée, ce grec d'Asie mineure avec Gyptis, la Ségobrige, fille du chef des autochtones du peuple celto-ligure. Lors de ses noces, la princesse choisit d'épouser l'étranger en lui présentant une coupe emplie d'eau au cours d'un repas. Comment rêver d'un mythe fondateur mieux adapté à ce qui sera pendant 26 siècles la vocation même de Marseille, l'ouverture au monde. Tour à tour, gauloise, grecque et romaine, Marseille est une fille de la Méditerranée. Lors de notre séjour dans la cité phocéenne, nous allons rendre visite à la bonne mère. Voilà, on dit la bonne mère. Je vais essayer de faire l'accent comme ça. Mais en même temps, je suis un peu méditerranéen sur les bords. Donc, comme on l'a baptisée à Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde, qui est une figure emblématique de la ville de Marseille, elle veille sur les marins, elle veille sur les pêcheurs. Et bien sûr, elle veille sur tous les Marseillais. Surnommée la ville aux 101 quartiers ou aux 101 villages, on peut s'étonner que l'attachement des habitants à leur ville soit si fort, au point qu'être Marseillais ressemble parfois à une nationalité, une évidence quand on se retrouve à l'Orange Vélodrome, qui est un monument emblématique de Marseille. Le stade en fait régulièrement vibrer la ville lors de ses matchs de football. L'OM est toujours le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Si les sujets sérieux n'en manquent pas à Marseille, les habitants ici ne gâchent pas leur plaisir de partager toujours un bon moment convivial. Ce n'est pas un hasard si le mondial, la Marseillaise est le plus grand rendez-vous sportif du Sud-Est, avec près de 13 000 joueurs pour ce concours de pétanque populaire, le plus populaire au monde. Saint-Barnabé pour vivre dans un quartier résidentiel ou le Vieux-Port pour le charme et l'histoire. Il faudra au moins goûter à une bouillabaisse avant de choisir, car originaire de la Grèce, elle aurait des vertus, on le dit, qu'elle aurait des vertus
magique. Certains disent qu'elle aurait même des vertus aphrodisiaques, vous vous rendez compte? Voici en tout cas un reportage que je vous propose, où on a voulu, et c'est le ton de notre émission, faire une espèce de balade bucolique dans cette bonne vieille ville de Marseille, en montrant cette beauté qu'elle représente. Je vous propose qu'on écoute ce reportage. Marseille est une ville aux multiples visages. Le Vieux-Port, c'est le cœur de la ville. Il a subi de nombreuses transformations. Quel plaisir de flâner sur les quais ou bien de s'abriter du soleil sous l'ombrelle. De là, on peut voir tout le nouveau quartier en vogue autour de la cathédrale de la Major, du Fort Saint-Jean. Le Mucem présente une architecture unique grâce aux dentelles de béton qui l'entourent. Deux forts entourent le port de Marseille. Ils cherchent moins à défendre la ville qu'à surveiller les Marseillais, dit-on. La vue surplombe toute la ville. Notre-Dame de la Garde, la Joliette, la Major. C'est la seule cathédrale édifiée au XIXe siècle. Ses dimensions sont comparables à celles de la basilique Saint-Pierre de Rome, digne du premier port de France. Ça représente une ville très très vaste, plus de 2 fois Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa géographie. C'est 57 km de côte et un littoral qui est vraiment très très présent dans la façon de voir Marseille. La géographie explique beaucoup puisque la ville est cernée par des montagnes et de l'autre côté par la mer. Et qui s'est finalement développée par le biais de la formation de noyaux villageois. On dit qu'il y en a plus de 111 noyaux villageois qui créent l'identité de la ville. Plonger dans l'un des quartiers mythiques de la ville, il faut une bonne forme physique pour monter les escaliers du panier. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Entre petites terrasses, façades colorées de street art et boutiques de créateurs, vous ne saurez plus où donner de la tête. Non loin de là, le quartier Noailles, haut lieu d'histoire de la vieille ville. Et nous voici sur la Canebière. Étymologiquement, le mot canebière vient du provençal canebe, cannabis en latin, qui signifie le chanvre. Difficile de préserver sa réputation dans une ville où les coups de chaud sont fréquents. La légende dit que le maire emblématique de Marseille, Gaston Defferre, n'aimait pas les tours. Et du coup, pendant très longtemps, il ne s'est pas construit de tour à Marseille. Et Jean-Claude Gaudin, qui lui a succédé, a prolongé cette thématique de dire que Marseille était une ville horizontale et qu'elle n'avait pas besoin de s'afficher comme toutes les villes du monde avec de la verticalité. Cette tradition a été rompue par la création de la tour de la CMA-CGM et ce siège a mérité une verticalité qui a été dessinée par un prix Pritzker, donc Zaha Hadid. Ensuite, Jean Nouvel est venu créer sa tour juste à côté grâce à Constructa et a émergé une nouvelle skyline dans Marseille, au cœur d'Euroméditerranée. Après tant de beauté, vos yeux pourraient être fatigués. C'est alors que vous irez à l'hôtel Intercontinental, cet hôtel de luxe, métamorphose de l'Hôtel Dieu. C'est un lieu qui a 900 ans, donc est tour à tour hospice, couvent, mairie même, et aujourd'hui hôtel de luxe qui accompagne un projet qui était à l'époque un projet du sénateur-maire Jean-Claude Gaudin, qui va dans le développement touristique de la ville de Marseille, l'inauguration du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, à savoir donc l'Hôtel Dieu dans sa configuration actuelle, inauguré en 1866 par Napoléon III, et c'est un très beau cadeau d'anniversaire pour l'impératrice Eugénie. Marcel Pagnol, écrivain, cinéaste, acquit sur photo le château de la Busine, qu'il longeait enfant avec sa mère. L'auteur de La gloire de mon père n'aura pas eu le temps de créer la cité du cinéma qu'il souhaitait. L'armée allemande l'a réquisitionné, mais la mairie l'a fait plus tard. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur?
Je t'ai fait de la peine. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? Autre site remarquable, le palais Longchamp, un château d'eau construit pour célébrer l'arrivée de l'eau, de la Durance vers Marseille. Ces sculptures, ces fontaines, ces colonnes sont magnifiques. Et si vous êtes toujours assoiffé, eh bien, je vous propose d'aller vers les Calanques où vous aurez une vue imprenable sur la Grande Bleue. J'ai envie de vous proposer cette première question. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous parler des quartiers de Marseille du point de vue de l'immobilier, les atouts, les points de vigilance pour faire de cette ville un lieu de vie? Et c'est ce que vous voulez en faire, puisque vous êtes arrivé aux affaires avec la nouvelle équipe municipale, avec une façon, j'allais dire, de voir cette ville de façon, on va dire, avec beaucoup de transition, hein, avec... pour pas dire une certaine radicalité d'idées, qui commence à porter ses fruits. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Tout à fait. Alors, Marseille est d'abord la deuxième ville de France. C'est une ville extrêmement grande, près d'1 million d'habitants, sur un territoire extrêmement vaste, puisque sur nos 240 km² de territoire, ça représente 2,5 fois Paris. Et donc, on est un site à la fois très grand. L'image, c'est un peu le pot de coulis de tomates qui est tombé et puis qui s'est étalé. La ville s'est étalée jusqu'aux confins des collines et jusqu'à ce que soit les reliefs, soit la mer, arrêtent son développement. On est donc une ville qui est à la fois très grande, qui héberge beaucoup d'habitants, mais qui est dans une situation presque de sous-densité structurelle. On est à 3600 habitants au kilomètre carré, là où Lyon est à 11 000 et Paris à plus de 20 000. Ce qui provoque de grandes difficultés en fait, dans la gestion publique de ce territoire, puisque distribuer du service public de qualité sur un territoire aussi vaste est un défi et que des finances extrêmement compliquées rendent vraiment difficile à relever. Donc on est sur cette situation d'une très grande ville qui s'est fait en effet par l'agrégation historique de 111 villages, 111 quartiers auxquels les Marseillaises et Marseillais sont extrêmement attachés puisqu'on a une identité à la fois marseillaise mais aussi de quartier qui est extrêmement vivace. Ça nous donne un territoire d'une grande complexité, bigarré à la fois dans son architecture, dans son patrimoine, se juxtapose des choses où on ne comprend pas toujours exactement où sont les coutures entre les différents quartiers. Et puis une population, on a toujours été un lieu d'accueil de la Méditerranée, mais aussi du monde, une population qui s'est sédimentée en s'agrégant autour de cette identité marseillaise qui finit par prendre le pas, puisqu'on se retrouve tous, vous le mentionnez, au stade Vélodrome, ensemble, dans une forme de communion. Alors ça, c'est un peu l'image positive de ce grand agrégat qui ne saurait cacher dans cette diversité de quartiers bien des difficultés, des quartiers extrêmement favorisés où le cadre de vie est dans l'ensemble apaisé, et puis des quartiers qui concentrent malheureusement beaucoup de difficultés. Alors, il n'y a pas une, mais plusieurs façons de fabriquer la ville. Vous qui êtes en charge de l'urbanisme, fabriquer la ville, c'est un collectif, c'est pas que des opérateurs publics ou privés, c'est la mobilisation de tous. Fabriquer la ville a besoin d'un metteur en scène ou d'un chef d'orchestre, une chef d'orchestre. En tant que chargé de l'urbanisme et du développement harmonieux de la deuxième ville de France, c'est une grande responsabilité. Chef d'orchestre, c'est diriger, c'est une vision, c'est un cap, c'est vous. Et si c'est vous, quelle symphonie vous souhaitez donner à Marseille? Et ceux qui doivent vous accompagner dans la réussite de votre symphonie, c'est-à-dire les musiciens, pour l'instant, sont-ils bons? Alors, on part d'une situation où il faut reconnaître que la ville n'a pas vraiment été dirigée par des chefs d'orchestre au plan de son développement urbain. Ça manquait de vision, c'est ça que vous voulez dire? Ça manquait en tout cas, je pense, de volontarisme et de solidité dans le pilotage du développement urbain. Le résultat, c'est cet étalement urbain dont je vous parlais. C'est-à-dire que finalement, on a laissé la ville se faire plutôt qu'on a dirigé son développement. Les derniers grands projets d'urbanisme, c'est l'époque haussmannienne, c'est des grandes percées dans du tissu faubourien dégradé qui a permis de tracer quelques grandes avenues structurantes du centre-ville. Mais au-delà, dans la deuxième
couronne, qui est donc un tissu résidentiel d'un urbanisme diffus. On a plutôt été dans le fait de laisser des projets privés majoritairement se faire. Et donc le résultat, sans contester la qualité de certaines opérations prises isolément, c'est que ça manque de vision, de cohérence, ça manque d'une logique véritable d'aménagement, et on est plutôt dans l'urbanisme à la parcelle. Donc on a vu se juxtaposer des Legos sans que une vision prédestine à ces opérations, et sans surtout que ce qui fait le vivre ensemble dans une ville, c'est-à-dire les services et les équipements publics, ne soient pensés réellement à la mesure de ce qui s'est développé. Le résultat, c'est quoi ? C'est des quartiers où ça s'est construit massivement sans que des écoles soient construites pour accueillir les enfants de tous les gens qui s'y sont installés. Ça crée des quartiers qui se sont densifiés sans que les voiries soient mises à niveau, et donc des embouteillages monstrueux, puisqu'on est dans une situation quand même de sous-dotation en transport en commun à la hauteur de cette ville. Je rappelle qu'on a 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway qui couvrent grosso modo le périmètre de l'hypercentre élargi, mais pas au-delà. Donc on est dans une espèce de contradiction qui pour moi a été liée au fait justement qu'il n'y avait pas de chef d'orchestre aux commandes. La ville, elle se fabrique à plusieurs. Vous avez raison, et moi j'en suis convaincue. Je ne suis pas de celles qui pensent que le public peut tout seul. Absolument pas. On n'en a ni les moyens, ni la volonté. Et je pense que ce qu'il faut poser, et c'est ce à quoi je m'emploie depuis 1 an et demi, c'est vraiment poser le cadre où la ville redevient un chef d'orchestre en assumant le fait d'avoir une vision pour ce territoire. Cette vision, elle est éminemment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas une vision politicienne, mais une vision d'une trajectoire et d'un destin commun. Et c'est notre responsabilité que de le porter. Et il nous faut maintenant faire entrer dans cette symphonie l'ensemble des acteurs, publics, privés, parapublics, qui doivent tous se mettre dans cette musique-là. Il faut reconnaître que c'est un changement dans la façon de faire. C'est très habituel dans beaucoup d'autres grandes villes, et je discute évidemment avec mes homologues dans d'autres villes ou d'autres maires pour qui ça paraît totalement évident. À Marseille, ça ne l'était pas. Et donc, il a fallu, dans un premier temps, être un petit peu ferme et flexible en même temps pour essayer d'embarquer avec nous l'ensemble des acteurs de la construction dans cette nouvelle vision et façon de voir la ville. Et maintenant, vous avez le sentiment que vous les embarquez, ça y est, ils sont tous avec vous, vous formez une bonne composition musicale, un bon groupe de musiciens. Alors, ça c'est dit gentiment, c'est dit gentiment, mais parce qu'il y a des pratiques quand même qui perduraient. Alors, on peut le dire, parce qu'il y a eu quand même, quand vous parlez de l'urbanisme au pâté de maison, on appelait ça comme ça à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on construisait sans vision globale. Ce que vous dites, en fait, vous avez une vision matricielle, c'est-à-dire une vision collective de l'habitat, qu'on ne peut pas concevoir l'habitat sans mobilité, sans infrastructures publiques et autres. C'est une rupture depuis que vous êtes arrivé à vos affaires avec la nouvelle équipe municipale, avec des pratiques, disons-le, qui étaient des pratiques un peu convenues, peut-être. Oui, et puis voire complaisante. Voilà, et peut-être une forme d'opportunisme en fait dans l'opération. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun. Je n'ai aucun biais sectaire sur le fait que des acteurs privés sont là pour construire des opérations qui trouvent leur rentabilité, qui soient sur un modèle économique qui tourne. Je suis extrêmement à l'aise avec ça, et je pense qu'on a besoin de ces investisseurs et de ces acteurs volontaires. Néanmoins, force est de constater que jusqu'à présent, ce sont un peu eux qui ont fait la ville, la collectivité étant dans un rôle d'accompagnement, voire d'acceptation des conditions que eux posaient. Un peu un lieu d'enregistrement administratif de leurs demandes et de leurs projets. C'est vrai que c'est un changement de braquet, du coup, assez radical, dans lequel je conteste pas les difficultés, notamment sur la première année de mandat, puisqu'il a fallu secouer un univers avec des habitudes bien installées. On est en plus un territoire sur lequel il y a peu de nouveaux entrants. Et ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'on est globalement dans un milieu socio-professionnel élargi, où les gens bougent assez peu. Une fois qu'ils sont installés à Marseille ou qu'ils y ont grandi, qu'ils ont envie d'y faire leur carrière, tout ça nous donne finalement peu de mixité, parce que moi je crois que l'intelligence collective, elle vient de la mixité, c'est-à-dire c'est le fait d'être confronté à quelqu'un qui pense différemment de nous, qui a une autre culture, qui a d'autres références, qui a vu d'autres choses dans d'autres territoires, qui fait que ça fait jaillir l'étincelle de se dire bah oui tiens, ce problème on le prenait dans ce sens-là, mais on peut le prendre différemment. Et c'est vrai que dans la culture locale, il y a assez peu ça pour l'instant. Mais ça veut dire aussi, quand vous êtes arrivé, que vous avez voulu insuffler en tout cas cette nouvelle dynamique, cette rupture, vous avez senti une hostilité par rapport à d'anciens modèles en fait qui étaient en place? Oui, une hostilité, en tout cas un système qui pour moi se meurt et qui se rétracte, et qui se rétractant et sentant qu'il arrive à une nouvelle étape de l'histoire de cette ville. Quand vous dites système, bon, on va faire notre journaliste, mais quand on dit système, est-ce qu'il y avait des pratiques
particulières auxquelles vous avez mis un terme? Alors, il y avait forcément, moi je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur, mais évidemment, mais il y a une habitude qui perdurait Marseille, depuis des années et des années. Voilà, il y avait des formes, je pense, de collusion entre des intérêts privés et l'intérêt général. L'intérêt général ne prédestinant malheureusement pas à l'ensemble des décisions publiques qui étaient prises. Beaucoup d'affairisme et parfois des pratiques un petit peu, on va dire, dans un rapport assez élastique à la loi. Le réveil a dû être brutal pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, il a été brutal, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel le courage et la détermination sont indispensables. En tout cas, moi, c'est mon ADN, c'est-à-dire que je ne peux envisager tenir ce mandat qui m'honore et qui me dépasse en même temps, parce qu'il est un petit peu vertigineux. Être adjointe à l'urbanisme de la deuxième ville de France, c'est pas rien. Il faut absolument dérouler cette partition avec ce courage et cette détermination, c'est-à-dire en guerre contre personne, mais en ne laissant passer aucun manquement à la loi, en ne laissant plus aucune pratique de truand ou de malfrat continuer à se diffuser. Donc ça, c'est terminé, c'est fini. Alors. Ça, pour moi, c'est terminé. Alors, certains ont du mal à l'intégrer. L'appel est clair. Voilà, vous tous, si vous nous entendez, on voit bien que je pense qu'il a été bien compris. On voit bien que les choses ont changé. Pardonnez-moi, Mathilde, mais j'aimerais qu'on continue sur le volet politique, parce que vous l'avez rappelé. Ce n'est que politique, et il faut reconnaître, parce qu'il faut aussi rendre grâce à certains promoteurs, aujourd'hui nouvelle génération, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont un vrai souci à la fois de l'urbanisme, de l'harmonie de l'urbanisme, de la mixité, mais aussi de la décarbonation des villes, qui est une nécessité qui touche l'ensemble de notre planète. Il faut aussi leur rendre grâce. Et ici, la question n'est pas de fustiger des professionnels de l'immobilier, mais par contre d'en fustiger certains qui devraient ne plus travailler puisqu'ils ont été délétères pour le plan d'urbanisme, et c'est toujours les usagers qui en payent le prix. Le président de la République, Emmanuel Macron, a marqué l'importance assez récemment, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre, l'importance qu'il porte à Marseille. Quelles sont vos attentes pour poursuivre la mutation de la deuxième ville de France, à l'instar de ce à quoi s'est engagé le président Macron? Parce qu'on a calculé avec notre ami Olivier le volume des dotations de la ville de Marseille, qui a littéralement été saigné à blanc, si je peux me permettre l'usage. Parce qu'en fait, vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, indépendamment du fait que les élus sont toujours taillables et corvéables à merci, on voit que vos marges de manœuvre pour imaginer cette ville se réduisent depuis les 10 dernières années comme peau de chagrin. Pas uniquement avec la nouvelle équipe municipale, mais aussi avec les présidents d'équipe. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au pouvoir central, qui a une tentation un peu jacobine de vouloir centraliser l'aménagement du territoire pour pouvoir faire de cette ville une ville apaisée? Alors, d'abord, je pense que le rôle des élus locaux est évidemment incontournable sur ce type de sujet, puisque vous le disiez, nous sommes dans un contact au terrain, dans une connaissance fine de notre ville et de ses enjeux, et nous avons cette connexion forte avec les citoyennes et les citoyens. La situation de Marseille est la situation d'une espèce d'abandon sur plusieurs années, et du coup d'une nécessité impérative de rattrapage. Quelques chiffres qui peuvent d'abandon par le pouvoir central. D'abandon par le pouvoir central, d'abandon en termes de financement, et finalement d'une situation où on était un peu à la fois bunkérisé, cornerisé et un peu moqué, on va dire, au plan national. Quelquefois, nous n'avons pas fait grand-chose pour ne pas être moqués. Nous avons nous-mêmes prêté le flanc par des... Mais il n'y a pas un reportage sur Marseille qui ne parle que des problèmes à Marseille. Des quartiers nord, des tueries, de la ville la plus insécure de France. À un moment donné, je peux comprendre les Marseillais quand ils disent qu'ils en ont un peu marre qu'on parle de leur ville dans ces termes-là. Je le comprends parfaitement et je le partage totalement. Cela étant, je pense qu'il faut qu'on soit lucide et qu'on ait d'autres sources de fierté, qu'on se construise d'autres sources de fierté que celle d'avoir 300 jours d'ensoleillement par an, chose pour laquelle nous ne sommes absolument pour rien. Maintenant, il faut qu'on devienne une ville qui se fait respecter, et je pense que c'est la crédibilité de nos actions qui nous respecteront. La situation est la suivante. Nous sommes dans une situation de sous-dotation structurelle en équipement public. Il y a une nécessité de rattrapage qui est indispensable pour adresser la question des grandes copropriétés dégradées, pour adresser la question des quartiers nord où se sont empilés des logements sociaux en dépit du bon sens dans des grands ensembles qui nous explosent à la figure collectivement aujourd'hui, et la nécessité de penser des équipements publics. Pour près d'1 million d'habitants, nous avons moins de 10 bibliothèques. Nous avons
près de 500 écoles, dont une cinquantaine sont quasi vides et il en manque une cinquantaine ailleurs. Nous avons une sous-dotation en équipements sportifs de proximité qui est catastrophique. Nous nous faisons plaisir en disant que nous avons un très bon taux d'espace vert. Ça, c'est en comptant le parc des Calanques. Dès qu'on sort le parc des Calanques, nous sommes dans une situation de sous-dotation majeure qui ne répond même pas aux critères de l'OMS sur le ratio espace vert par habitant. Il faut donc engager un véritable rattrapage dans la production des équipements publics. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Avant tout, les écoles, je pense. Alors, les écoles sont un sujet essentiel sur lequel le président nous suit, et je le remercie très sincèrement, sur un cofinancement de la part du national qui va nous permettre... Ça, c'est acté. La Société des écoles est créée. On sera donc dans un montage public, Quel État, est le volume de financement ville. de l'État ? Le montant de financement de l'État est à 50% d'un plan qui s'élève à 1,2 milliard sur vraiment un plan extrêmement ambitieux de mise à niveau de l'intégralité de nos écoles. Sur quelle durée ? Alors, le plan au global, ce sera 9 ans. C'est en tout cas sur ça qu'on table, avec une très forte montée en gamme là sur cette durée de mandat. Il faut voir la situation. Quand nous sommes arrivés, moi j'ai visité des écoles dans lesquelles il y avait des croix dessinées sur certains murs. Et quand je demandais aux enseignants qui étaient là, aux personnels, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces croix ? Je comprends pas. Ils me disaient bah oui, il y a 3 ans, il y a un type qui est venu pour repérer là où il fallait mettre des extincteurs. Et puis en fait, il est jamais revenu. Je mets c'est-à-dire. Et donc, on avait des écoles qui n'étaient pas équipées en système de sécurité incendie. Je vous laisse apprécier le niveau d'abandon que ça veut dire. Le constat était terrible. Entre les besoins en logement qui sont énormes, les réhabilitations en matière d'habitat indigne, est-ce qu'on a le temps pour vous de penser la ville, d'aller sur des projets entre l'urgence et l'impératif aussi de construire? On dit aussi de construire plus vert. Est-ce que construire plus vert, déjà, ça veut dire construire moins? Quelles sont vos priorités, vos principales actions? Pour moi, il y a... Le premier sujet, c'est les équipements publics. Équipements publics, ce dont je me suis aperçu au début du mandat, c'est qu'il n'y avait jamais eu de planification pluriannuelle des investissements dans cette ville. C'est un peu technocratique, mais une planification pluriannuelle des investissements, c'est ce qui permet de construire des équipements. Un équipement, ça ne se construit jamais en 6 mois. C'est clair. Il n'y avait pas cet outil, qui est pourtant un outil réglementaire, un code général des collectivités locales, qui est obligatoire. On appelle ça le ROB, je crois, ou le... Voilà, la ville de Marseille n'avait pas ça. Il n'était qu'en budget annualisé. Donc une année, on validait le fait d'acheter un terrain pour faire une école, puis le coup d'après, on oubliait, ou alors ça rentrait pas dans le budget de faire l'étude pour faire l'école. Puis 2 ans après, on se réveillait, on lançait un petit bout d'étude, et puis après, on remettait un bout de budget à l'arbitrage. Et donc au final, l'école ne se faisait jamais, parce qu'il manquait cet outil. Donc là, on a travaillé, on va voter au mois d'avril prochain la première PPI de l'histoire de cette ville. Enfin, donc. Voilà. Ouais. Donc ça va nous permettre quoi ? Ça doit plaire aux administrés, ça. Alors, c'est un peu technique, donc non, mais ça plaît. Est-ce que vous communiquez auprès des Marseillais quand évidemment, et pour moi, c'est un des sujets, c'est comment, face à une impatience monstrueuse des citoyens, on raconte et on explique les choses, et on explique y compris que les choses vont prendre du temps. Donc ça, c'est la première chose, c'est venir mailler en équipement public. Parce que pour moi qui suis, vous le rappeliez, sociologue urbaniste, moi je viens des pays en développement et de la culture d'un urbanisme très humanitaire. Dans cette logique-là, je suis très sensible à ce qui, pour moi, est un peu le contrat social du vivre en ville. C'est-à-dire que nous autres humains, on a renoncé à la campagne, historiquement, au travers d'exodes ruraux successifs. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on renonce au paysage, on renonce parfois au ciel et à l'horizon, mais on vient trouver quelque chose qui est fondamental, qui est la promesse d'un vivre mieux, notamment pour soi, mais aussi pour ses enfants. On se dit que venant en ville, on aura un hôpital à côté, et que donc on ne mourra pas en couche quand on est une femme. On vient en ville parce qu'on se dit que nos enfants pourront aller à l'école, et peut-être un jour ils auront un métier, et qu'ils pourront s'élever un petit peu socialement et accéder à des situations plus favorables que celles des parents. Sauf que Marseille nous met dans une situation où, comme il n'y a pas ces équipements publics de qualité, on est dans une contradiction. On a toutes les contraintes du vivre en ville sans en avoir les avantages et ces promesses d'une vie meilleure. Donc, le rattrapage en équipement public est pour moi vraiment le jalon essentiel. Le deuxième sujet, c'est la question du logement. On a un parc d'habitat indigne monstrueux qui a été à l'abandon. C'est le résultat d'un enchevêtrement de procédures, de propriétaires indélicats pour certains, de propriétaires pauvres pour beaucoup, parce qu'on est une ville de propriétaires, de marchands de sommeil, de gens mal intentionnés, de marchands de sommeil qui ont prospéré sur cela. Tout ça étant lié à l'insuffisance structurelle du parc en logement social. Donc on a un parc social de fait dans l'ancien, dans des habitats extrêmement dégradés à tout niveau, qui mettent en danger les habitants. Et j'ai pas besoin de rappeler ici l'effondrement des immeubles le 5 novembre 2018, dans lequel quand même 8 personnes ont perdu la vie du fait de l'état de dégradation du bâti dans lequel ils habitaient. Et donc
Donc la question du logement est évidemment une grande cause municipale. Il faut la prendre à différents niveaux. Il y a notre travail sur l'habitat indigne. On récupère une partie des pouvoirs de police de l'État sur la question de l'insalubrité. On a aujourd'hui plus de 100 agents qui travaillent quotidiennement sur toutes ces questions. Et on a activé des marchés qui nous permettent de pouvoir faire des travaux d'office à près de 50 millions d'euros. On en a déjà dépensé 20 millions en 1 an et demi, donc c'est quand même des montants extrêmement conséquents, où la puissance publique peut se substituer à des propriétaires qui ne sont pas en capacité, pour tout un tas de raisons, effectuer les travaux pour mettre en sécurité les gens. Et au-delà de ça, il faut qu'on adresse les grandes copropriétés dégradées et tout ce parc d'habitat social à l'abandon en grande partie, dans le cadre notamment d'un soutien qu'on va chercher au Comité national d'engagement de l'ANRU au début du mois de mars, où on espère obtenir près d'un milliard d'euros, ma langue a fourché. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe un focus sur, justement, on va entamer notre chronique sur Parlons bien. Nous allons accueillir sur le plateau Alain Liotto, qui est président d'Alexego et de l'AMEPI à Marseille. C'est tout de suite et c'est maintenant. On fait une transition. Les clés de la ville, parlons bien. Voilà, en tout cas, pour dresser un petit peu le portrait de l'AMEPI. Donc là-dessus, on est sur le partage de mandats. Tout à fait. Alors, vous qui êtes un expert, justement, Alain Liotto, en tant que président de l'animation locale de ce fichier AMEPI à Marseille, on va évidemment évoquer avec vous ce marché de l'immobilier marseillais. Peut-être avec 3 chiffres clés. Tout d'abord, le premier, c'est 3250. Comme 3250 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Marseille selon la FNAIM. Les notaires indiquent qu'on serait juste sous la barre des 3000 €. Voilà, on a en gros en moyenne entre 3000 un peu d'écart entre les peu d'écart, mais enfin entre 3000 et 3250. Deuxième chiffre clé, c'est 6 comme 6%. Ça c'est la hausse des prix moyens sur un an, toujours selon la FNAIM. Preuve du dynamisme, en tout cas du marché, de l'attractivité. On peut se demander aussi jusqu'où les prix peuvent progresser comme ça. Et puis, le troisième chiffre clé, c'est 61. Comme 61 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Marseille. On est juste un tout petit peu plus de 2 mois. Et Marseille, voilà, qui en tout cas fonctionne bien classé dans le palmarès des villes les plus dynamiques. Et en cette période particulière de crise sanitaire, comment, tout d'abord, se porte ce marché immobilier marseillais, Alain Liotto ? Alors on va reprendre depuis le début et puis on gardera le meilleur pour la fin. Pourquoi depuis le début ? Pourquoi ? Bien travailler en construisons dans l'ordre. Alors, allez, donc au niveau des chiffres, on ne va pas se lancer dans un combat de chiffres. Les périodes dans lesquelles sont donnés les chiffres ne sont pas les mêmes. Le marché des notaires est plus que fiable, comme la FNAIM, parce que lui, il part sur des chiffres actés, c'est-à-dire des actes de vente. Authentiques de vente. La FNAIM part, toujours pareil par les outils informatiques, avec des chiffres qui sont donnés sur les compromis signés. Ah, je comprends. Donc on a 2 à 3 mois d'écart, si ce n'est pas 4 entre les deux, ce qui explique la différence. La différence, elle est où ? Quand vous avez les notaires qui disent 2950 ou 80, ils ont raison, mais c'était il y a 4 mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une progression des prix importante à Marseille, que l'on subit toujours, et on est à aujourd'hui, effectivement, 3002, 3003 en moyenne. En moyenne. C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont passés de 4000 à 5000, plus 22%, et on a des prix dans certains secteurs qui sont passés, eux, de 2002 à 2004, 2005. Donc l'augmentation n'est pas la même suivant les secteurs, et la moyenne, on va la mettre à 3100 €, comme ça on ne fait pas de mécontents. Mais alors pour prendre une photo justement, vous qui parlez de disparité entre les prix et les secteurs, pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, est-ce que vous pouvez nous donner une petite photo comme ça justement, à la fois des différences entre les quartiers, au niveau des prix de l'immobilier ? Alors, les prix de l'immobilier, les différences entre les quartiers est liées, c'est certain. Tout à l'heure, vous en avez fait allusion quand vous parliez des quartiers nord par rapport aux autres secteurs. Même dans les autres secteurs, hormis les quartiers nord, qui est un marché un petit peu microclimat, qui est un petit peu à part, dans les autres secteurs de Marseille, il faut différencier, j'allais dire, le centre-ville de ce qu'on peut appeler le 7e côté Corniche, de ce qu'on peut appeler le 9e, 10e, et c'est vaste. Quand on pense que le 8e arrondissement, à lui seul, il a quand même une superficie plus que conséquente, il représente 3 arrondissements à lui seul. Ah oui, quand même. Ah oui, bien sûr. Et après, vous avez des secteurs comme le 12e arrondissement qui sont en plein développement. Quand vous dites le 7e Corniche, c'est-à-dire quoi ? C'est chic ?
Non, parce que le 7e arrondissement, il y a côté ville, côté mer. D'accord. Il est évident que quand vous êtes côté ville, ça fait partie des villages dont vous parliez. Marseille est un conglomérat de plusieurs villages. Et quand vous êtes côté mer, les prix sont plus les mêmes. Mais il ne faut pas généraliser. On ne peut pas voir toute la ville de Marseille sur des prix qui s'étendent sur la corniche. Tant mieux, ça existe, bravo, c'est parfait. C'est comme si on disait Marseille, dans la restauration ou dans l'hôtellerie, on fait que dans le grand luxe. Bah oui, non, bien Marseille sûr. est une ville où il faut qu'il y ait de tout. On est cosmopolite C'est clair à qu'une Marseille. vue mer, C'est un port. on va dire qu'une vue mer sur la corniche, c'est chic, c'est cher. C'est chic, c'est cher. Voilà. C'est la rareté du produit aussi. Ça peut monter à combien Oui, on est sur quelle gamme de prix pour avoir une idée à peu près? Voilà. Alors, Un duplex ça dépend, face à la ça corniche. dépend de l'état du patrimoine. Ça dépend si on est en copropriété ou en maison individuelle. Si vous voulez une maison individuelle sur la corniche, ça peut aller de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. Ah, quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, Il n'y en quand a même, pas d'accord, beaucoup, il y en a pas mais il y en a. beaucoup. Mais il y a aussi très peu de clientèle en face. Ok. Et sur le client, Par et sur le contre, si vous résidentiel prenez des copropriétés résidentielles, on parle de Thalassa, de la Cadenelle, de la Réserve, etc., vous êtes sur des prix à peu près entre 7 et 8 500 du mètre carré, quand il n'y a pas des travaux à la clé. Ah oui. Quand il n'y a pas des travaux à la clé. Mais on est Mais presque c'est une sur des prix clientèle parisiens, pas hein. particulière, mais une clientèle aisée, que l'on ne peut pas comparer au reste de la ville. C'est clair. Alors, vous parlez justement de clientèle. Quand on a vu l'année 2021 au niveau de l'immobilier qui a pulvérisé tous les records au Oui. niveau de l'activité. Oui. 1 200 000 transactions. Tout à fait. En tout cas, dans l'ancien, c'est les chiffres donnés par les notaires justement sur les actes authentiques de vente à fin novembre. On n'a pas les chiffres définitifs, mais on est vraiment sur 1 200 000, où des années, on était à 600 000, 700 000, 800 000, on était à 1 200 000. On n'a jamais autant parlé d'immobilier, que ce soit un investissement locatif, une résidence secondaire, une résidence principale, faire un achat, une acquisition pour les enfants, pour se mettre à l'abri, pour un refuge. Ça a été vraiment une année sur l'immobilier et un recentrage, d'ailleurs, vous l'évoquez, où on s'est retrouvé aussi avec la crise sanitaire, avec le fait de se dire, mais c'est quand même important, se loger, cette valeur refuge aussi. Est-ce que vous avez senti une appétence particulière, parce que d'ailleurs, ça a été le cas à Marseille en 2021, au niveau des ventes, comment ça s'est passé? Et y a-t-il eu l'arrivée massive de franciliens ou d'autres populations? Alors, d'une manière générale, le Covid a beaucoup joué, entre guillemets. Il y a un changement comportemental au niveau des familles et au niveau de l'activité, du business. En ce sens qu'avant, c'était les RTT, donc il y avait des personnes qui venaient pour le week-end, TGV d'un, on voyait des Lyonnais, des Parisiens venir pour le week-end. On avait le Airbnb, on pourra en parler, mais c'est encore autre chose, puisque je sais que la ville intervient aujourd'hui énergiquement de ce côté-là, et nous, professionnels de l'immobilier, on ne contredira pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec, en sortie de Covid, des personnes qui ne sont pas forcément que de Paris, mais principalement de Paris, qui sont des personnes qui ont changé au niveau comportemental, ce que je disais, c'est-à-dire que le travail, ça me fait un peu bondir de dire ça, mais ne devient plus une priorité. On intègre le travail dans un cadre de vie. Il y a monsieur, il y a madame, il y a 2 enfants. Je parle de la moyenne. Et on a vu ces petites familles arriver et prendre tout ce qui était balcon, terrasse, jardin. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire oui, que les rez-de-chaussée, les grands balcons ou les terrasses d'immeubles se sont arrachés. Mais là, c'était du 30% de plus. Les personnes ne calculaient plus les prix. Les personnes calculaient d'être les premières. Voilà, donc ça a complètement déstabilisé le marché. Et ça crée une surenchère Ça des crée prix. une surenchère. Le problème aujourd'hui, c'est que l'offre ne suit pas par rapport à la demande. Je voudrais pas faire un amalgame, mais quand il n'y a pas de neuf, les marchés s'entraînent, il n'y a plus d'anciens. Et quand il n'y a pas d'anciens, ça pose quand même une difficulté, parce que les gens ne sont pas tous argentés pour pouvoir acheter dans du neuf. Et encore que dans le neuf, on se retrouve confronté à un autre problème aujourd'hui, c'est le primo-accédant. On parlait des mixités tout à l'heure, je pourrais prendre la casquette syndic, mais j'ai peur qu'on n'ait pas fini dans 1 heure. Mais on se retrouve avec une catégorie de personnes, les primo-accédants, qui ne peuvent plus accéder. Pourquoi? Parce qu'au niveau financier, on leur demande un apport personnel de 20%, 25%, là où avant, on finançait à 100%. Donc, si vous voulez déjà de ce côté-là, il y a un frein. Et on exclut donc une catégorie de la population qui entre dans la vie active et qui a envie d'acheter son appartement pour ne pas payer des loyers à fond perdu. On peut les comprendre. Et du coup, Marseille, finalement, quelque part, se gentrifie, si je vous écoute. C'est-à-dire qu'en fait, elle attire une population aisée qui a les moyens d'acheter, au détriment, peut-être. Est-ce que cette population qui est venue de l'extérieur, est-ce qu'elle est aussi au détriment des Marseillais natifs qui du coup, ont du mal à se loger? Brutalement, on peut dire oui. C'est-à-dire qu'il y a des Marseillais qui ont vendu leur appartement parce que bel ou ben, on a 20 ou 25% de plus, je pèse mes mots, suivant le quartier, et ils se retrouvent à dire, tiens, mais où je me reloge?
Donc on va chercher à côté. On va chercher sur Aubagne, on va chercher sur Carnoux, on va chercher à côté. On ne va pas chercher sur Marseille même. Voilà. Vous voulez réagir peut-être? Oui, Mathilde Cheval, c'est important quand même sur ce marché. Moi, je suis parfaitement d'accord. Après, il y a aussi des modèles de trajectoire résidentielle, c'est-à-dire le chemin qui fait qu'une famille s'établit en cœur de Marseille. Je parle des Marseillais, plutôt dans les quartiers résidentiels d'ailleurs, parce que les Marseillais désaffectaient beaucoup le centre ancien. C'était pas forcément le produit d'appel. Là où les néo-Marseillais sont au contraire très intéressés, notamment sur les abords de la gare, qui pour les Marseillais était pas du tout un lieu d'attractivité. Pour tous ceux qui font beaucoup de déplacements pour aller à la capitale ou à Lyon travailler régulièrement, c'est plutôt des quartiers qui se retrouvent à être recherchés, alors que historiquement les Marseillais n'étaient pas forcément très enclins à y aller. Donc c'est pas forcément les mêmes produits qui sont cherchés. Enfin, sur la trajectoire résidentielle, c'est-à-dire le couple marseillais qui s'installe en ville et puis qui, le jour où il a 1 puis 2 enfants, qu'est-ce qu'il va chercher dans un peu le modèle résidentiel et culturel? C'était souvent d'aller s'éloigner de la ville, d'aller chercher le pavillon, le jardin, et un mode de vie finalement beaucoup plus qui ressemblerait à la banlieue parisienne résidentielle, c'est-à-dire un mode de vie en maison individuelle. Applaudissements pour Alain Liotto. Applaudissements Alain Liotto, qui est le président de la MEPI à Marseille et le patron d'Alexego. Merci beaucoup, Alain. Merci. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Arnaud Bastide. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va? Ça va impeccable et ravi qu'une émission telle que la vôtre s'intéresse à notre belle ville de Marseille. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Alors, vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région. Vous êtes vous-même promoteur immobilier. Vous comptez à peu près une 40aine d'adhérents, je crois. C'est ça. 40 adhérents. Et vous dites que, bien sûr, Marseille, c'est normal, c'est votre métier. Mais en même temps, c'est vrai, et vous avez raison au niveau local, régional, mais au niveau national, on a besoin de logements neufs. L'année 2021, est-ce qu'elle a été difficile, Arnaud, pour les promoteurs? Sur l'année l'année 2020, on la met toujours un petit peu à part, parce que c'est une année un peu complexe. Parce qu'on s'est pris quand même de plein fouet un truc... Personne ne l'attendait. Donc, moi, je trouve que malgré tout, on s'en est pas si mal sorti. Et que, moi, je me rappelle, le premier confinement de mars, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année quand on stressait quand même tous? Parce que, comme vous le savez, notre métier engage des sommes qui sont très significatives. On parle de millions d'euros rapidement sur les opérations. Et donc, on a eu un léger stress au démarrage. Et puis finalement, ça c'est une de nos qualités, je dirais, c'est notre capacité d'adaptation. On fait que ça depuis des années et tout le temps. À la fois, vous avez résisté, vous avez fait preuve de résistance, ça s'est bien passé. On peut donner un chiffre. Bien, je ne sais pas si bien est le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à quelque chose qui vous arrive comme ça de plein fouet, que vous connaissiez un pays à l'arrêt, à part en temps de guerre, je crois que ça n'existe pas. Donc, on peut se dire, les chantiers, qu'est-ce qui se passe? Comment on va pouvoir redémarrer les chantiers? Comment les entreprises vont pouvoir, avec leur trésorerie, payer les collaborateurs? Les clients, est-ce qu'ils vont pas se dire, non mais c'est plus le moment d'investir ou d'acheter? Est-ce qu'ils vont pas retirer totalement leur contrat de réservation? Donc, on était quand même dans un flou artistique assez stressant. Et au final, je considère que ça s'est pas si mal passé. C'est pas magnifique, mais ça s'est pas si mal passé. Voilà. Alors, 5 000 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré. J'ai pas répondu à la question de monsieur. D'un logement, justement, on va l'évoquer justement. 5 000 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré. D'accord. D'un logement neuf sur la métropole ex-Marseille, ça selon les derniers chiffres de la FPI, on est en hausse de plus 5% par rapport à 2020. À l'heure où on le voit d'ailleurs avec Sylvain en faisant beaucoup de villes de France, où là aussi de nombreux promoteurs nous parlent de projets, ce qu'ils appellent des projets PUMA, c'est-à-dire des projets utiles mais ailleurs, où l'acte de construire rencontre des difficultés. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Comment se passe ici la délivrance des permis de construire, des mises en chantier à Marseille et par extension sur la métropole? Vous qui êtes justement à la tête de cette fédération ici régionale, comment ça se passe? Alors, on prend en préalable 5 000 €, c'est un drame. Aujourd'hui, en 4 ans, le prix a pris 25%. On croit que c'est bénéfique pour les promoteurs, mais c'est pas du tout bénéfique pour les promoteurs. Ça enlève tout un pan de clients, on en a parlé, ça enlève les primo-accédants. Donc nous, on est très très préoccupés
ces prix. Et d'autant plus qu'on m'avait à peu près garanti que les taux bancaires sur 2022 ne montraient pas, ce qui n'est pas le cas, puisque là, on vient de nous annoncer une hausse de 0,3%. Et pour vous donner un exemple, 0,3%, ça désolvabilise, sur 300 000 euros, c'est entre 12 et 15 000 euros. Ouais, ça suffit à désolvabiliser. Donc ça veut dire que vous perdez grosso modo 3 mètres carrés. Voilà. Donc c'est un drame. Sur la délivrance des autorisations, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit. Effectivement, alors, si vous voulez, il y a 3 phénomènes conjugués. Premier phénomène, on sait qu'en période préélectorale, n'importe quelle ville de France, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que l'acte de construire, on en parlera peut-être un peu plus tard, est de moins en moins accepté par les populations. Et donc, en période préélectorale, de plus en plus tôt, par rapport à l'échéance de l'élection, on nous dit attention. Voilà, bon. Donc déjà, là, il y a eu un premier frein. Après, le deuxième sujet, c'est qu'une nouvelle municipalité arrive avec des nouvelles ambitions, une nouvelle stratégie. Ça a été dit, l'urbanisme, c'est un acte politique. Donc moi, je n'ai pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une façon de voir l'urbanisme. Ni bien ni mal, c'est pas mon débat. Il y a une nouvelle municipalité qui arrive avec de nouvelles ambitions, une nouvelle vision de l'urbanisme. Donc nous, on est là pour travailler au travers des fourches codines des élus. Il n'y a pas de sujet. Donc c'est vrai que ça a été une ambition qui a été affichée. Après, nous, on souhaite que... Voilà, il y a eu ce temps d'adaptation qui dure maintenant depuis 1 an et demi. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que... Je crois que les règles sont posées clairement. Avec cette charte de la construction durable, notamment, c'est ça? Au-delà de la charte, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, moi, ce que j'ai rêvé, c'est qu'on me dise, là, on arrête de construire et là, on peut construire. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué chez nous, c'est que je pense que c'est un des rares métiers, vous avez un règlement d'urbanisme qu'on ne peut pas appliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous roulez à 130... C'est-à-dire je vais détailler. Quand vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute, vous ne vous dites pas il faut rouler à 110 ou à 100, vous roulez à 130. Le problème de l'urbanisme, c'est que c'est très compliqué. Et donc, arriver à mettre dans un règlement, rue par rue, sujet par sujet, une règle, c'est absolument impossible. Donc, il y a un règlement qui, je l'appellerais chapeau. Et dans ce règlement chapeau, et c'est tout la discussion qu'on doit avoir entre les architectes, la mairie, les services de la mairie et nous, c'est que voilà, au travers de cette réglementation, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça s'adapte? Qu'est-ce qu'on construit? Plus haut, moins haut? Sur quoi on se raccorde? On a parlé des transports en commun. Est-ce que la ville doit avoir une vision de ses transports en commun en disant voilà, ben là on pense faire des transports en commun, métro, tram, ce qu'on veut, et donc là on peut densifier la ville. Et puis là on est au fin fond de la Treille, j'exagère à dessein, n'allez pas nous planter un immeuble. Mais nous en fait, travailler pour rien, ça ne nous intéresse pas, clairement, quoi. Donc nous on veut des règles claires, on veut construire bien, beau, on est... Vous en avez parlé, on a la chance d'habiter ici et c'est vrai qu'on est très attaché à rester dans nos régions et beaucoup de patrons de structures locales, alors peut-être il en faudrait qu'il y ait un peu plus d'échanges d'autres pour notre vision, mais on est quand même tous assez locaux et on adore notre ville, on adore notre région. Donc oui, on veut faire beau, oui, on veut faire tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est produire. Les règles sont à peu près établies, mais il faut qu'on produise parce que souvent on dit oui, mais si on ne construit pas, c'est les opérateurs les premiers ennuis. Non. Les premiers ennuis, c'est les Marseillais. C'est pas les opérateurs. Nous, on est agiles. C'est-à-dire que parce qu'on déjà, on appartient la plupart à des grands groupes nationaux, donc on arrive à lisser l'activité sur les autres structures. Et puis, ce qu'on ne fait pas à Marseille, entre guillemets, on le fera ailleurs. Bien sûr. Et ça pose des vraies difficultés parce que dans l'urbanisme, il y a 2 sujets. C'est l'étalement urbain ou la ville sur la ville. Donc, si à un moment donné, on se dit, la ville sur la ville, pour des raisons XY, elle ne peut pas être construite, on va faire l'étalement urbain. Et donc, tous ces mouvements pendulaires où toute la journée on dit c'est pas bien, on produit du mouvement, par essence, du mouvement pendulaire. Et c'est vrai, on ne peut pas quand même non plus dire que sur la métropole, il y ait des transports en commun, pour aller à Istres ou pour aller à Aix ou pour aller, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas Lyon, quoi. Donc, grosso modo, cet étalement urbain, nous, on le trouve assez néfaste parce que, moi qui habite un peu en dehors de Marseille, tous les matins, c'est 1 heure. Est-ce que c'est normal, en province, de mettre 1 heure tous les matins pour aller bosser? Je ne pense pas. À Paris, c'est... Non, mais justement, mais on n'est pas à Paris. Voilà, donc, non, mais vous avez raison. Justement, ce que vous dites est extrêmement important parce qu'in fine, il faut loger les Français. In fine, il y a des situations sur lesquelles vous avez... Moi, je suis ravi de vous entendre dire qu'effectivement, la hausse des prix, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, les promoteurs, parce qu'effectivement, ça exclut une partie de la population. Et vous avez raison, d'ailleurs, Pascal Boulanger l'a dit, justement, la hausse des taux a exclu finalement une partie de la population, ou ça même désalvabilise les personnes qui pourraient avoir accès à vos programmes. Où en est le stock?
aujourd'hui, Arnaud Bastide? Alors Parce le qu'aujourd'hui, stock sur Marseille, on voit un stock. Le stock sur Marseille est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'une activité de promotion se porte bien quand on a un stock devant nous d'une année. Oui, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, le stock, il est à 6 mois. Ah, quand même. 6 mois, voilà. D'accord. Donc ça amène une tension. De mémoire, vous l'avez déjà connu, ça, ou pas? Moi, jamais. Donc c'est une situation de crise. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Non, mais c'est une situation de crise. C'est une situation de tension. Ouais. De tension. De grosse tension. Alors après, ça veut dire que ce stock, il peut revenir. Suffit qu'on ait des permis, qu'on mette... Mais vous avez besoin d'un temps long aussi pour reconstituer ce stock. Le problème, il est là aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc aujourd'hui, la problématique de ce stock, c'est que ça tend les prix du logement dans le neuf. Et encore une fois, je répète, le fait que ce qui nous sauvait un peu, c'est les taux bancaires bas. J'insiste sur le fait, ça date de vendredi, les taux bancaires augmentent, c'est une grosse difficulté. Donc là, on va amener la problématique à la problématique. Alors, après, ce qui se passe, et on en a parlé, c'est que l'offre et la demande, c'est-à-dire que les prix du neuf augmentent, donc les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter dans le neuf, ils vont dans l'ancien, oui. Et donc on fait augmenter les prix de l'ancien. Et après, il y a une autre... difficulté, vous en avez parlé, c'est que cet aspect Covid a fait que les gens ont voulu effectivement avoir le petit Lopinter, la villa, et donc aussi toutes les maisons, le prix des maisons en surenchérit, et donc nous opérateurs, vous allez voir où je veux en venir, quand on fait ce qu'on appelle du remembrement de parcelles, c'est-à-dire que quand on fait un remembrement de parcelles, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on achète 3-4 maisons pour faire un immeuble. On n'achète pas un champ de patates, on achète une maison. La maison, elle a une valeur vénale intrinsèque. Bon. Si on n'arrive pas à donner un petit plus au propriétaire, il va dire, mais attends, pourquoi je vais m'ennuyer à signer une promesse qui va durer 18 mois, qu'on m'explique que le permis c'est compliqué, qu'il y ait des recours des tiers, parce que j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu des recours, hein, parce que sur Marseille, on était quand même les champions du monde français des recours. Et donc, à un moment donné, le prix intrinsèque de la maison augmente, donc le prix du foncier augmente. Et donc le prix de sortie du logement monte. Donc en fait, on a un métier assez simple, tout est lié en fait. Le neuf, l'ancien, le foncier, quoi. Merci beaucoup. Applaudissements pour Arnaud Bastide, président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers ici en Provence. Merci beaucoup. Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro. Avec vous, Antoine Lians, vous êtes le directeur commercial de Hiro. Merci d'être avec nous. En plus, c'est votre première. Voilà, vous remplacez Romain. Vous allez remplacer dignement. Alors, la première question, c'est comment se comporte Marseille sur le plan de la rénovation énergétique? C'est un peu la dent creuse en ce moment. Alors, il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, merci de nous recevoir à la belle ville de Marseille. Le premier point à souligner est que Marseille a signé en 2021 la Convention des maires. Pour rappel, les villes signataires s'engagent à soutenir la mise en œuvre de l'objectif européen de réduction de 40% des émissions à gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à adopter une approche commune pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est le premier bon point. Le deuxième, c'est par rapport aux Bouches-du-Rhône qui propose une aide spécifique, la Provence Éco-Rénov'. C'est une aide supplémentaire représentant 25% du coût TTC des travaux éligibles dans la limite de 3 000 €. Elle s'adresse aux propriétaires occupants de leur résidence principale, construite depuis le 1er janvier 2000. Est-ce qu'on peut cumuler l'aide avec MaPrimeRénov'? Avec MaPrimeRénov' et les C2E. Et les C2E. Voilà, ça va jusqu'à 6 000 € d'aide. Ok, donc deuxième question, est-ce que Marseille est un bon élève au niveau de l'engagement de la rénovation énergétique des bâtiments? Alors, il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau des bâtiments. Alors, juste quelques chiffres pour bien situer la ville de Marseille. On a 44% de propriétaires occupants, 89% de résidences principales, 84% d'appartements et 63% des logements datent d'avant 1970. Donc il y a un vrai travail de rénovation énergétique. Alors, il faut rappeler d'ailleurs que le premier DPE qui avait été lancé au 1er juillet 2022 n'avait pas intégré dans son moteur de calcul les matériaux d'avant 1975, alors que les 2 tiers du bâti dans les grandes villes date de bien avant 1975. On peut s'interroger. Voilà. Alors, vous avez les chiffres. Oui, on a une majorité de bâtiments donc, qui sont classés en ancien, catégorisés D, 44%, suivi des C, 29%, et puis donc des E, 17%. Faut savoir qu'une grosse majorité est classée D, 35% au niveau des maisons. D'accord. Voilà. On se situe à peu près à 17% d'un point de vue national.
Que ce soit les maisons ou les appartements, nous observons qu'environ 20% des logements sont énergivores. Donc les catégories E, F et G, on en parlait tout à l'heure. C'est celles qui, à terme, doivent être exclues du marché de la location. Voilà. En 2023, 2028 et jusqu'à 2034, lettres F et G notamment, jusqu'à la lettre E, et c'est ça 5% représente des coûts considérables. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a l'idée, par exemple, d'un dossier que vous auriez clairement sur Marseille, où vous avez calculé, on a bien préparé qu'est-ce que ça apporte soit aux propriétaires occupants ou même aux propriétaires bailleurs, parce qu'on a les deux. Hein. On a les propriétaires bailleurs qui s'engagent aussi dans la rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer leurs biens. Tout à fait. On a pris un exemple d'une maison dans le 16e arrondissement qui a été achetée qui est une maison qui date de 1948, qui fait 83 mètres carrés dans le 16e. Elle a été achetée en 2016 avec un prix net vendeur à 190 000 €. Elle avait une étiquette énergétique F, donc pas bon du tout, ce qui implique une valeur environ 8% inférieure au marché. Marché étant plutôt en classe D sur Marseille, comme ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, sans travaux, nous estimons qu'elle vaudrait 239 000 € net vendeur. Sans travaux. Sans travaux. D'après les dernières estimations qu'on a faites par rapport au quartier, par rapport à l'hausse des tarifs sur la zone, et on estime à peu près à 26% d'augmentation sur les 6 dernières années. Pour améliorer significativement la performance énergétique de cette maison, on a imaginé faire des travaux. Donc on a imaginé 6 travaux importants. Une isolation des combles perdus, ce qui se fait souvent, une isolation par l'intérieur, le remplacement des convecteurs thermiques électriques, un système d'eau chaude sanitaire solaire et l'installation d'une VMC simple. Tout ça, pour ces travaux, on estime à peu près à 32 000 € la valeur. Ah oui, quand même. Ok. On va supposer, pour les aides, on va supposer que c'est une famille qui possède ce logement, qui a donc un couple de 2 enfants et que les revenus moyens sont autour de 30 000 € par an. La position, donc, par rapport à MaPrimeRénov', qui est une aide, est en classe bleue. Pour ces travaux, il cumulerait donc environ 11 000 € de primes, 85% de MaPrimeRénov' et 15% de coup-de-pouce. Ainsi donc, les travaux vaudraient donc plus que 21 000 € au lieu de 32 000 initiales. Qui est le reste à charge. Exactement. Grâce à ces travaux, et c'est là que c'est important, la maison passe de F à D en catégorie. Ainsi, elle ne perd plus, elle peut gagner jusqu'à 8% de sa valeur. Elle serait donc estimée à 260 000 € aujourd'hui. Donc elle passerait de 200, qu'on comprenne bien, de 239 000 € à 260 000 € par un engagement avec une aide finalement qui prend, on va dire, un gros tiers, voire presque une moitié des travaux en charge. Donc, parce qu'on va parler argent et sous, bien évidemment, parce que c'est bien d'avoir des conceptions énergétiques ou même écologiques, mais in fine, il faut payer. Donc on voit bien que l'intérêt, même si on n'a pas cette philosophie de la transition écologique, elle est réelle sur le plan financier. En 6 ans, vous pouvez gagner 70 000 €. Donc si je parle de valeur verte, Antoine, je suis crédible. Complètement. D'accord. Donc on comprend bien pourquoi les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier encouragent les propriétaires bailleurs à conserver leurs biens et à les accompagner dans ces travaux de rénovation. Voilà, au niveau de la rénovation, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées par la ville de Marseille, par l'État, par les obligés et par les Bouches-du-Rhône. Alors je ne dirais qu'un seul mot, bravo. Applaudissements pour Antoine Miros. Bravo. Merci. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. Pourquoi ne pas mettre un peu de couleur dans tout ça finalement ? Ce que disait Louis Jouvet, mets un peu de comédie dans ta vie, un peu de vie dans ta comédie. Voilà. Louis Jouvet, un grand acteur. Magali Cialano, voilà. Je vous appelle Cialano ou Magali Jean, comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà. Magali Cialano, c'est très bien. Appelez-moi Sylvain, je vais vous appeler Magali. Parfait. Magali, vous êtes à la tête d'une agence Orpi. Orpi du village, dans la Orpi Village, hein, c'est bien ça ? Orpi, agence du village, oui, dans le deuxième. Agence du village. Orpi, qui est d'ailleurs, je précise, le premier réseau immobilier français et qui est une coopérative, Mathilde. Je ne sais pas si vous le saviez. Est une coopérative, c'est-à-dire un homme, une voix. Vive la démocratie. Exactement. Alors, vous gérez l'agence du village, vous intervenez sur tous les métiers de l'immobilier. Moi, j'ai envie de vous poser cette question à la professionnelle que vous êtes. Donnez-moi un petit peu votre avis sur l'évolution de la configuration actuelle de l'immobilier à Marseille et surtout du moral de ceux qui, parce que c'est important, parce que Opinion System mesure aussi le moral des Français et la réputation. Et on ne sait pas à quel point, alors si on le sait, les réseaux sociaux sont tellement importants aujourd'hui qu'on peut détruire une réputation et que la réputation est importante. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors, moi, je vais parler du marché immobilier sur les 2 dernières années, depuis la sortie du confinement en mai 2020. Effectivement, on a un marché qui est hyper dynamique sur Marseille et je pense que nos clients ont plutôt le moral et ont plutôt des envies d'être bien chez soi, d'investir dans la pierre, que ce soit sur de la résidence principale ou que ce soit sur de l'investissement locatif. On ressent chez nos clients vraiment une volonté de dépenser son argent dans une meilleure qualité de vie, dans un meilleur confort de l'habitat,
On parlait tout à l'heure des gens qui voulaient un jardin, mais c'est pas forcément le jardin, c'est d'avoir peut-être une pièce de plus, avoir un peu plus grand, avoir un balcon, une terrasse, avoir un logement peut-être dans un environnement plus agréable, plus confortable. Voilà. Mais il y a une réelle volonté d'être bien chez soi, et on a donc, on voit plus apparaître ce qui était un peu moins le cas les dernières années, d'achat plaisir et d'achat confort. Et c'est ce qui explique en partie la hausse du volume des ventes sur l'année 2021, je pense. Olivier. Et d'un quartier à l'autre, y a-t-il des spécificités, vous qui êtes une observatrice hors pair? Oui, alors nous on intervient spécifiquement sur le quartier du 12e arrondissement, mais on a des affaires qui se font dans l'ensemble de la ville. Ce qu'on a constaté effectivement, c'est que Marseille a des disparités en fonction des quartiers, en fonction des arrondissements. Je rejoins ce que disait monsieur Alain Liotto tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la dynamique de marché, elle est sur l'ensemble de la ville. J'entends par dynamique une hausse du volume des ventes, des acheteurs qui s'engagent vite. On parlait de délai tout à l'heure de vente. Effectivement, on a des acheteurs qui sont déterminés, qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent. Donc on a des délais de vente courts, on a des prix qui sont plutôt à la hausse et on a des prix qui sont peu ou pas négociés. Selon vous, les prix vont continuer à monter, ou est-ce que vous assistez à un ralentissement depuis le début de l'année? Alors, c'est très difficile, encore une fois, de faire un état de l'ensemble de la ville. On parlait tout à l'heure une tendance, juste. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur des secteurs qui sont très prisés, j'ai du mal à croire que les prix ne cessent d'augmenter, même si l'augmentation sera peut-être moins importante. On a effectivement l'impact des taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure qui forcément jouera. Mais je pense que là, on est sur une tendance effectivement à la hausse. Selon les quartiers, je vais y venir, on a les quartiers qui sont notamment tournés, alors les quartiers sud, les quartiers de bord de mer, les quartiers verts, comme le 11e ou le 12e arrondissement, qui sont des quartiers qui sont en fait tournés vers un peu plus de nature, soit tournés côté mer, soit tournés côté colline. Mais on sent cette envie aussi de concilier, en étant dans une grande ville, une qualité d'environnement immédiate à proximité de son logement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Ce sont des quartiers aussi où on a des architectures moins denses et où on a effectivement un environnement qui est plus calme. Et ça, ce sont des critères qui sont extrêmement recherchés chez nos acquéreurs. Et pour contrebalancer ça, on a des quartiers en centre-ville qui sont aussi, qui bénéficient d'un fort engouement. Je pense notamment à la rue Sainte, au boulevard Chave, au Panier, au quartier de la Joliette, etc., qui sont des quartiers de centre-ville et qui, eux, offrent quelque chose de différent, mais qui est tout aussi intéressant par le renouveau de plein de petits commerçants de proximité, une vie de quartier qui sont des quartiers un peu typiques de Marseille, qui plaisent beaucoup et qui bénéficient, qui offrent une effervescence et une authenticité qui est recherchée. Est-ce que ça a amené une classe sociale un peu bobo dans ces quartiers? Oui, c'est le cas. Avec le cadre un peu bucolique, un peu ce que Paris a connu dans le quartier de la Bastille, qui était un quartier un peu particulier et qui a redonné des couleurs justement avec une nouvelle clientèle. Oui, on peut dire ça. C'est des gens qui veulent vraiment rester dans un cadre très urbain, avec les transports effectivement à proximité, parce que Marseille n'est pas forcément desservie de la même manière selon les arrondissements, mais effectivement qui sont à la recherche d'une certaine authenticité, soit par l'architecture, soit par la vie de quartier qu'ils peuvent y trouver. Dernière question, on a parlé du moral des Français, mais aussi de la réputation des agents immobiliers. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'importance de la réputation des agents immobiliers? Alors, effectivement, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet qui est quand même en train de décliner d'année en année, puisque nous sommes une profession qui est de plus en plus réglementée et pour lequel, aujourd'hui, la majorité des acteurs des agents immobiliers, par le biais des syndicats, par le biais des réseaux, par le biais d'Opinion System et des avis clients certifiés, mais je vais en parler, et des bonnes pratiques. Nous sommes un métier qui est en train de redorer son blason depuis 10-15 ans, et tant mieux, et c'est véridique, on est un métier désormais avec une vraie plus-value, et la principale, c'est d'arriver quand même à faire s'entendre deux parties qui ont des intérêts à la base plutôt opposés, mais on a tout aussi notre rôle à jouer en matière de compétences. Effectivement, je pense qu'il y a une réelle montée en compétences globale des agents immobiliers. Le fait de mesurer, grâce à l'outil d'Opinion System en place, qui est très pertinent, parce que je trouve qu'il mesure très bien la capacité et l'excellence, est-ce que dans la shortlist, dans le choix déterminé du client,
ça a une importance quand il voit que le niveau de satisfaction est plutôt bon. Je rappelle aussi qu'un niveau de satisfaction à 100%, c'est quand même assez suspect. Oui. Et que le fait d'avoir des avis parfois négatifs, c'est quelque part, c'est presque positif en soi. Ça reste, puisque ça reste crédible, dans l'idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes clients Opinion System, nous, depuis de nombreuses années, et le réseau Orpi et mon agence particulièrement. Il faut savoir qu'on interroge 100% des clients qui sont passés chez nous. Donc, il n'y a pas de sélection, on n'envoie pas le questionnaire aux bons clients ou à ceux avec qui ça s'est bien passé. 100% de nos clients sont interrogés, on bénéficie, nous, à l'agence, de 93% de satisfaction client, mais ça reste un des premiers critères de choix, désormais, quand le client souhaite faire appel à un professionnel de l'immobilier. Donc oui, ça reste primordial. Merci beaucoup. Un grand applaudissement pour Magali Cialano d'Orpi Village. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces éléments-là. J'aimerais qu'on remercie très chaleureusement et des applaudissements à Mathilde Chaboch, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de la résilience et de l'harmonie dans cette ville. Merci beaucoup. Voilà, applaudissements pour vous. D'accord ou pas d'accord, la vitalité d'une démocratie, c'est notre capacité à débattre et à échanger. J'aimerais aussi qu'on remercie chaleureusement Arnaud Bastide, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci Arnaud Bastide d'avoir participé. Applaudissements pour Arnaud Bastide. Applaudissements pour Antoine Niance de Hiro. Vous avez été brillant. Un grand merci à Fabienne Lissac, productrice du programme, Alexandre Burkhardt, Rémi de Sagazan qui était à la technique, et bien sûr à mon confrère Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro. Puis je ne voudrais pas qu'on oublie non plus Laetitia Colcombe, qui est à Paris, qui a œuvré pour que nous soyons ici. Nous sommes bientôt dans une autre ville, le mois prochain. Les prochains rendez-vous, donc après Dijon, après Rennes, après Deauville, après Brest, après Marseille aujourd'hui. Rendez-vous 2022, le 17 mars. On sera à Bordeaux, on aura le plaisir d'avoir Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. On sera à Bayonne le 21 avril, à Nancy le 19 mai, à Clermont-Ferrand le 16 juin, à Enghien-les-Bains le 7 juillet. Voilà, un sacré programme qui nous attend. Nous sommes les compagnons du Tour de France. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Et à très très vite pour une prochaine émission. Salut à tous. Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hero et Opinion System.